claquement de paupières, elle déguisa les yeux reptiliens que le rituel avait révélés. Ce faisant, elle acheva de se muer en l'adorable vicomtesse de Malicorne, dont les charmes espiègles enchantaient la cour et la vivacité d'esprit plaisait tant à la reine. Loin du monde, elle ne s'obligea pas à sourire. Et alors qu'elle marchait hors du pentacle et allait vers l'escalier dérobé menant à ses appartements, on pouvait encore lire dans son regard une sagesse ancienne et cruelle qui trahissait non seulement son âge, mais sa race. Car le sang de dragon qui lui avait rendu la jeunesse coulait également dans ses veines. Première partie. L'appel aux armes. Chapitre 1. Haute et longue, la pièce était tapissée de livres dont les élégantes dorures luisaient dans une pénombre roussie à la flamme des bougies. Dehors, derrière les épais rideaux de velours rouge, Paris dormait sous un ciel étoilé, et la grande quiétude de ses rues enténébrées parvenait jusqu'ici, où le grattement d'une plume troublait à peine le silence. Mince, maigre, pâle, la main qui tenait cette plume traçait une écriture fine et serrée, nerveuse mais dominée, sans rature ni surcharge. Souvent, la plume allait à l'encrier. Elle était guidée par un geste précis et, sitôt revenue sur le papier, elle continuait de crisser au fil d'une pensée qui n'hésitait pas. Rien sinon ne bougeait. Pas même le dragonnet pourpre qui, roulé en boule le museau sous l'aile, dormait d'un sommeil paisible près du sous-main en maroquin. On frappa à la porte. La main ne cessa pas d'écrire, mais le dragonnet, dérangé, ouvrit un œil d'émeraude. Parut un homme portant l'épée et une casaque en soie écarlate frappée sur ses 4 pans d'une croix blanche. Il s'était respectueusement découvert. « Oui ?» fit le cardinal de Richelieu en écrivant toujours. « Il est arrivé, monseigneur. »« Seul ?» C'était la consigne. « Bien, faites-le entrer. » Le sieur de Saint-Georges, capitaine aux gardes de son éminence, s'inclina. Il alla se retirer quand il entendit « Épargnez-lui les corps de garde. » Saint-Georges comprit, s'inclina encore et, en sortant, prit soin de refermer la porte sans bruit. Avant d'être reçus dans les appartements du cardinal, les visiteurs ordinaires devaient traverser 5 salles, où des sentinelles étaient régulièrement relevées de jour comme de nuit. Elles avaient l'épée au côté et le pistolet à la ceinture, veillaient à l'affût du moindre soupçon de danger et ne laissaient passer personne sans un ordre express. Rien n'échappait à leurs regards qui, d'inquisiteurs, n'attendaient que de se faire menaçants. Revêtus de la célèbre casaque, ces hommes appartenaient à la compagnie des gardes de son éminence. Ils l'escortaient partout où elle allait et n'étaient jamais moins d'une 60aine partout où elle résidait. Ceux qui n'étaient pas de faction dans les couloirs et les antichambres tuaient le temps entre 2 rondes, leurs mousquetons à portée de main. Et les gardes n'étaient pas les seuls à protéger Richelieu. Tandis qu'ils assuraient la sécurité à l'intérieur, une compagnie de mousquetaires défendait les dehors. Cette vigilance affichée n'était pas une simple démonstration de force pompeuse. Elle avait sa raison d'être, même ici, en plein Paris, dans le palais que le cardinal faisait embellir à 2 pas du Louvre. Car, à 48 ans, Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, se trouvait être l'une des personnalités les plus puissantes et les plus menacées de son temps. Duc et père du royaume, membre du Conseil et principal ministre de Sa Majesté, il avait l'oreille de Louis XIII avec qui il gouvernait la France depuis une décennie. Cela lui valait de compter de nombreux adversaires dont les moins acharnés n'intriguaient qu'à provoquer sa disgrâce, quand d'autres envisageaient tout bonnement de le faire assassiner.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.